Saga présente On ne n'est pas grosse de Gabrielle Dédier et lu par Shirley Dean. À mes parents, qui ont fait ce qu'ils ont pu avec les armes qu'ils possédaient. À Anne Zamberlan, qui nous a ouvert la voie il y a 30 ans. Aux millions d'invisibles. J'écris de chez les moches, pour les moches, les frigides, les mal baisés, les imbaisables, toutes les exclus du grand marché à la bonne meuf. Parce que l'idéal de la femme blanche séduisante, qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, je crois bien qu'il n'existe pas. Virginie Despentes, King Kong Theory, 2006. Introduction. Tu me dégoûtes, sale grosse. J'ai envie de vomir quand je te vois béguer. Réveil en sursaut. Quelqu'un vient d'arracher le rideau de mon lit-cabine à l'auberge de jeunesse où je dors depuis 2 semaines. De retour à Paris, je suis sans lit fixe. Nous sommes le 17 septembre 2016. Il est 2h du matin et une fille tarée hurle en anglais « Béguer sur YouTube! Béguer! Béguer! Béguer !» Elle pointe son téléphone sur moi, lampe torche allumée. Je suis nue, enfin, j'ai juste ma serviette de bain autour du ventre. Paniquée, je lui somme de se taire. Elle rit aux éclats et continue de m'appeler Biggie. Avant de me coucher, j'ai beaucoup bu. J'ai dû ronfler. C'est même sûr, en fait. Écoute-moi, la grosse. J'en peux plus de ta gueule. Depuis que je suis arrivée, tu me dégoûtes avec ton gras. T'es laide, t'es grosse, t'es dégueulasse, salope. 7 heures plus tard, la direction de l'auberge réagit de façon appropriée. Elle vire l'américaine et me surclasse de nuit dans une chambre individuelle. Comme une impression de déjà-vu. J'ai 37 ans. Des gens me lâchent leur haine, leurs insultes et leurs commentaires décomplexés depuis 20 ans. Il m'est devenu compliqué de distinguer la simple vanne de la remarque grossophobe. Ce qui les gêne tant, c'est mon poids. 150 kilos pour 1,53 m. L'agression verbale de cette Américaine résonne d'autant plus étrangement qu'en ce jour de septembre 2016, je suis plongée dans la rédaction de ce livre enquête sur mon parcours de femme grosse. Après avoir été méprisée et jugée pendant des années, j'ai décidé d'écrire pour ne plus m'excuser d'exister. Le déclic est venu d'un clip féministe réalisé par une pote. On y voit des femmes masquées et en sous-vêtements détourner l'esthétique publicitaire tout en dénonçant des punchlines machistes d'hommes politiques. Peu après la publication de la vidéo en ligne, je demande à cette amie comment elle peut être entourée d'autant de belles nanas. « Ah, si seulement elles pensaient la même chose », me répond ma pote. Quand elles ont vu le clip, elles ont quasiment toutes été complexées par une partie de leur corps. Les bras, le ventre, la peau des cuisses. Je n'en reviens pas. Je ne connais pas ces filles, mais quand je dis qu'elles sont toutes belles, elles le sont. Toute ma vie, j'ai rêvé d'être aussi bien foutue. Et ces filles osent complexer. Mais de quoi au juste? Elles ont ce qu'il me manque, un corps mince. Je me demande un instant si elles sont honnêtes, si elles ne se la jouent pas faussement modestes. Mais je sais que non. Comme nombre de femmes, elles sont victimes de l'omniprésence de modèles inatteignables et se retrouvent enfermées dans la haine d'elles-mêmes. Décrite par Mona Chollet. Je ne connais aucune femme qui ne se soit jamais demandé si ses fesses ou ses seins étaient de la bonne forme, de la bonne taille. Certaines de mes copines complexent même à cause de la couleur de leur mamelon, comme s'il existait un corps de référence dont on se sentirait toujours trop éloigné à cause de mamelons abricots, d'une couche de cellulite à l'arrière des cuisses, de tétons qui ne pointent pas ou d'un string taille 46. Bienvenue dans un monde de torture psychologique. Mes souffrances ne sont pas les mêmes que celles de ces filles capables de s'afficher en sous-vêtements. La différence entre elles et moi, c'est que je suis grosse. Obèse, morbide, dit la médecine. Chez moi, tout est exagéré, décuplé, transformé. L'idée d'on ne n'est pas grosse vient de germer dans ma tête. Mes complexes et ma taille XXL m'offrent un recul forcé. J'ai attendu d'être acculée pour me lancer dans ce projet. Rien de tel qu'une descente aux enfers pour prendre des décisions radicales. Alors que je travaillais comme auxiliaire de vie scolaire auprès d'enfants souffrant de troubles cognitifs à Neuilly,
Mes collègues ont enchaîné les commentaires violents. Gabrielle, vous représentez une double stigmatisation pour les élèves. Ils sont étiquetés handicapés mentaux et votre poids est un stigmate de plus pour eux. Vous êtes en période d'essai, libre à vous de partir. Je finis par flancher et je quitte mon travail. Faute de faire les démarches pour toucher les assédiques, je me retrouve sans revenu en pleine trêve hivernale. Je cesse de payer mon loyer et me terre dans mon studio du 16e arrondissement parisien pour mener à bien une lente et douloureuse autodestruction. Dans ce contexte, un réflexe de survie m'a poussé à écrire les mots que ma bouche n'avait jamais su cracher. L'obésité est un état étrange, instable, généralement non voulu et souvent perçu comme réversible. Je ne connais qu'une exception d'obésité souhaitée, les FIDIS, des femmes qui monnaient sur le net leurs vidéos d'engraissement. L'OMS a reconnu l'obésité comme une maladie en 1997 et pris pour étalon l'indice de masse corporelle, IMC, une norme internationale calculée à partir du rapport entre le poids et la taille d'une personne. Au départ, l'IMC servait à mesurer l'évolution de la corpulence des populations. Puis, les professionnels de la santé l'ont détourné pour en faire un instrument de mesure des individus. Aujourd'hui, la formule pour le calculer se retrouve martelée dans les pages minceurs des magazines féminins. Alors que la médecine progresse, l'obésité gagne du terrain. Certains s'interrogent désormais sur son caractère épidémique, voire pandémique. Comme si, à force d'être en contact prolongé avec d'autres gros, il devenait impossible d'échapper à cet état. Les milieux pauvres sont les plus touchés. En France, un smicard sur 4 est obèse. En 15 ans, la proportion de personnes obèses dans la population française est passée de 8 à 15%. Cela représente désormais 9,9 millions de personnes dans l'Hexagone. Près d'une personne sur 6. Avez-vous déjà entendu la voix de cette masse silencieuse? Pas vraiment, j'imagine. Résumer le problème au kilo ou à l'IMC est le meilleur moyen de n'y rien comprendre. L'obésité, ce n'est pas seulement le petit gros assis au fond de la classe au collège, c'est aussi celui que vous ne verrez pas dans l'amphi à l'université, celle que vous ne croiserez pas dans les cabines d'essayage d'H&M. Depuis l'enfance, l'adolescence surtout, l'obèse apprend à se taire. Il est, à l'image de ses kilos, toujours en trop, pointé du doigt comme un individu dépourvu de volonté, alors qu'il est souvent en proie à une lutte pour sa survie. D'après une étude internationale intitulée Fat Doesn't Pay, quand nous trouvons un premier job, nous sommes payés environ 18% de moins que la moyenne. La discrimination basée sur notre physique ne suffit pas à expliquer cet écart. Selon les chercheurs à l'origine de cette étude, le facteur principal de cette inégalité viendrait d'un manque de confiance en soi, d'une habitude à vivre terré et, disons-le, soumis. Un point fondamental est la position des femmes au sein de ce phénomène. En France, si la proportion d'obèses est quasiment identique chez les femmes, 16%, et chez les hommes, 14%, l'obsession du corps, elle, est radicalement différente d'un genre à l'autre. Pour le comprendre, il suffit de rappeler l'écrasante majorité de femmes chez les obèses ayant recours à la chirurgie bariatrique. Cette chirurgie de l'obésité consiste à amputer l'estomac aux 2/3, voire aux 3/4. Ces dernières années, le nombre d'opérations a explosé. 50 000 interventions en France en 2015, 4 fois plus qu'en 2001. Alors, quelle part de femmes chez ces opérés? En France, 80%. Que dit ce chiffre de la différence de pression entre une grosse et un gros? De la culture généralisée du régime? Du miroir? De notre société génératrice d'obésité? Face à ce constat, j'ai eu envie d'utiliser mon corps difforme et anormal comme un outil. Un outil d'enquête d'abord, en feignant de désirer une ablation partielle de l'estomac. Un bon moyen pour approcher les apôtres de la chirurgie comme solution à tout. J'ai transformé mon enveloppe corporelle en tour d'observation pour tenter d'en faire un instrument de libération. La seule condition était de rester honnête, de ne pas tricher avec moi-même. Je ne pouvais pas enquêter sur les paradoxes, les lâchetés et les violences de la société à notre encontre sans explorer mes propres contradictions. D'où la nécessité de mener une double investigation. D'un côté, sur le rapport qu'entretient la société avec la femme grosse, de l'autre, sur l'origine de mon obésité.
Mon histoire personnelle, mes parents, l'année où je suis devenue grosse, ma relation avec la bouffe, plus tabou encore que l'image de mon corps dans le miroir, la misère sociale et psychologique dans laquelle j'ai mariné, mes petits et gros mensonges pour survivre, ma dérobade affective, médicale, hygiénique, mes vrais désirs. Nous vivons dans une société schizophrène. Grossir devient de plus en plus facile, mais les obèses sont des pestiférés. Ils rasent les murs, quand ils sortent encore de chez eux. Dans l'esprit collectif, l'obésité n'est que le résultat d'une suralimentation et d'une absence d'activité physique. Socialement, l'obésité serait une sorte de carence de volonté. Par conséquent, l'obèse n'est pas embauchable, jugé trop fainéant. Comme il est souvent timide et renfermé, on le soupçonne aussi d'être légèrement abruti. Pour s'intégrer, il n'a qu'une option, maigrir. En ce qui me concerne, depuis 18 ans, je n'ai cessé de grossir. De 65 kilos, je suis montée jusqu'à 155. À l'heure où j'écris ces lignes, l'aiguille de la balance s'arrête à 153. En 18 ans, j'ai été moquée, montrée du doigt, insultée. J'ai développé un rapport déviant à la nourriture dès lors qu'un médecin m'a prescrit un régime. J'ai découvert que l'on pouvait manger pour se faire mal. J'ai aussi compris que le monde médical perd parfois de sa bienveillance dès lors que votre IMC quitte la norme. Idem pour le monde professionnel. J'ai touché les limites du supportable. Je ne veux plus avoir honte de ce que je suis. Ma vie est une survie, une expérience radicale, une cavale. Chapitre 1. Chris, Stacy, la télé-réalité et moi. Un soir d'août 2016. La chaleur m'empêche de dormir. J'en suis à ma 2e glace à l'eau, parfum grenadine. J'allume la télé et je zappe. Sur la chaîne W9, je découvre une émission unique en son genre. Le titre plante le décor. Relooking extrême, spécial obésité. Le générique de cette émission de télé-réalité trash montre un super obèse déplacer des avions en hurlant. Puis apparaît Chris Powell, le présentateur, torse nu, souriant, beau comme un dieu de l'Olympe. Visiblement, ce mec est là pour sauver la vie du gros en l'aidant à maigrir. Chris s'est forgé une réputation en faisant perdre des dizaines de kilos à son meilleur ami. Et comme c'est une bonne et belle personne, il met son savoir et son expérience au service de l'humanité obèse. L'émission commence. Une voix off nous présente Stacy, 206 kilos, mère de 2 enfants, seule à bosser pour soutenir sa famille. Manipulatrice itinérante en radiologie, elle passe une dizaine d'heures par jour dans sa voiture. Les fast-foods sont devenus mes meilleurs amis, explique-t-elle. Étalée sur mon lit, entourée de coussins, je garde les yeux rivés sur mon écran. Même si je connais déjà la fin, je suis curieuse de voir la suite de l'émission. Relooking extrême va durer 1 heure. Alors, je retourne chercher une 3e glace à l'eau au congélateur. Je me trouve stupide à manger en matant une personne au régime forcé. Puis je me rassure. C'est elle qui doit maigrir, pas moi. Le mari de Stacy est hémiplégique depuis un accident vasculaire cérébral, AVC, causé par de l'hypertension liée à son obésité. Durant les 10 années qui ont précédé son AVC, il avait cessé de voir des médecins, selon lui, trop intolérants. Je repense à ma dernière visite chez le dentiste il y a 3 ans pour faire soigner une carie. Il craignait que j'abîme son fauteuil et m'avait sermonné « Cessez de vous laver les dents avec du caramel !» Depuis, je n'y ai plus jamais remis les pieds. J'ai perdu 3 dents, 3 autres ne sont pas loin de m'abandonner. Je me souviens aussi de ce gynécologue qui m'a demandé ce qu'il pourrait bien voir au milieu de tout ce gras. De cet échographe qui m'a dit que je lui faisais perdre du temps tout en creusant le trou de la sécurité sociale. Résultat, je laisse mon corps en friche. La caméra suit Stacy. Elle s'apprête une fois de plus à commander des tranches de lard fumé. Surprise! Chris apparaît à la place du vendeur du fast-food. Elle a été choisie pour vivre 1 an d'aventure en sa compagnie. Stacy fond en larmes. Il lui reste 2 heures pour préparer ses valises, direction le Grand Ouest pour 1 semaine d'examen à l'Institut californien de santé et de longévité, le CHLI. Le mot longévité me noue un peu l'estomac. Quelques jours plus tôt, j'ai lu le compte-rendu d'une étude américaine publiée le 13 juillet 2016, d'après laquelle les personnes atteintes d'obésité sévère
perdre jusqu'à 10 ans d'espérance de vie. L'émission commence à capter mon attention, comme si ma vie était liée à celle de Stacy. Le beau Chris et elle débarquent au CHLI. Dans le hall, un canapé 3 places et 2 fauteuils, des tapis en velours, des sculptures en marbre. Pour la première fois de son existence, Stacy a droit à un traitement de star. Pour la peser, le coach aux dents blanches conduit Stacy dans un hangar et lui lâche « Nous n'avons pas de balance assez performante pour te peser. Nous sommes obligés de faire ça ici, avec un pèse-conteneur. Est-ce que tu vas bien, Stacy ?» Aux États-Unis, pays des super obèses, il n'existe pas de machine. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.